Et bonsoir, et pour la toute dernière fois, bienvenue dans Tunnel. Nous sommes le 26 juin, il est 19h à Paris. Vous en doutez, habituellement, je vous dis ce que j'ai adoré, ce que j'ai détesté, ce que j'ai écouté en boucle et ce que j'ai découvert pendant la semaine. Mais ce soir, on va peut-être un petit peu s'épargner les politesses et aller directement droit au but et à ce qu'il faut dire. J'ai toujours un peu de mal avec l'émotion, donc je ne vais pas faire comme mes collègues que je salue et que j'embrasse, que vous venez d'entendre, qui ont choisi d'attendre la fin de leur émission. Moi, je vais le faire dès le début, histoire de ne pas pleurer dans le taxi retour. J'ai passé 2 ans à répéter que tout est politique, car absolument tout l'est. Même une fermeture de radio, même des coupes dans la culture, même l'arrêt d'une station qui parlait à une certaine jeunesse et faisait parler une certaine jeunesse. Et j'ai aussi passé 2 ans à mettre en place une façon de montrer que le politique qui nous anime n'a pas à nous séparer et qu'on peut toujours trouver des terrains pour se rassembler, comme la beauté, comme l'amour, comme l'enfance, comme le deuil ou encore la nostalgie. Parce que c'était ce qui nous lie, qui nous rend heureux. Et je crois qu'on a réussi, ici, à instiller cette joie, heureux pendant 2 ans. Et pourtant, je suis triste, car ce soir, tout s'arrête. Mais n'est-ce pas le propre des belles choses que de s'arrêter, de nous laisser là, les yeux perlants, le cœur plein de souvenirs, mais d'oscillations aussi. Je rentre du Brésil. Et il parle de saudade. Je crois que je prononce pas bien, mais il y aura quelqu'un qui sera très forte pour ça ici ce soir. Je rentre du Brésil, donc je disais, et il parle de saudade là-bas. C'est une mélancolie nostalgique, douce amère, difficile à traduire, à laquelle beaucoup d'artistes venus à ce micro ont fait référence quand ils évoquaient leur passé. Et je n'arrive pas à croire que dans 2 heures, cette émission y appartiendra déjà. Alors, pour le futur, je me tiens depuis le présent, ici, et me le répète. Tu l'as fait, et secondée par l'incroyable Juliette Corollet, la meilleure des attachées de production dont on puisse rêver, et une des personnes les plus brillantes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu as réuni chaque semaine pendant 2 ans, 4 invités par jeudi soir, qui ne se connaissaient pas, qui ne se ressemblaient pas, pour que dans un univers médiatique saccadé, divisé, polémique, puisse exister un endroit où l'on se rencontre et où l'on soit obligé de rester à table entre gens différents, mais jamais fascistes, avec 2 longues heures pour écouter ce que pensent les autres d'un sujet précis qui rassemble les humains, avec la liberté pendant ce temps-là, enfin, de se découvrir soi-même et ses pensées. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la peine ? Qu'est-ce que vieillir ? Qu'est-ce que la colère ? Merci à Enzo Galipon d'avoir eu la vision sur moi et d'avoir glissé mon nom à Mathieu Marmouget et Christophe Anton, qui ont décidé de laisser une débutante absolue de 28 ans prendre l'antenne de façon hebdomadaire et qui m'ont laissé créer le format le plus libre qui soit, avec carte blanche sur les thèmes, les invités, la structure et jusqu'à la playlist pour le meilleur et pour le pire. Ces 2 dernières années, grâce à cette confiance et celle de toutes les équipes qui progressivement m'ont envoyé leurs artistes, j'ai pu complètement apprendre un métier que je n'avais jamais ne serait-ce qu'imaginé. Et c'est inestimable. Merci à mes meilleurs copains de Move, Valentin Després, vraiment embauché ce mec, il est trop fort et on veut l'entendre. Et Constance Villanova, que je ne vous présente pas. J'ai envie de finir vite parce que mes invités sont pas venus pour écouter mes états d'âme, mais c'est dur de choisir entre la note triste du deuil que cet espace de liberté formidable s'arrête et le bonheur qu'il ait pu exister. Me restera donc alors cette saudade et la fierté immense que ma famille qui est loin ait pu me regarder tous les jeudis soirs sur le site en live vidéo et ainsi pu noter tout nouveau tatouage, tout décolleté, tout profond. Fermez les yeux pour ce soir s'il vous plaît. Ou amaigrissement. Me restera aussi le bonheur de m'être sentie enfin à ma juste place quelque part, et la foi toujours plus profonde en la joie qui réunit après chaque émission. Me restera enfin de belles archives et la promesse de poursuivre toute cette joyeuse et profonde mission ailleurs et autrement. Alors suivez-moi sur Insta pour en savoir plus très très vite. J'ai hâte de vous en dire plus, même si ça ne sera plus jamais la première fois. Merci pour cette nouvelle vie. C'est dur d'écrire clairement sur ce qu'on laisse, sur ce qui va nous succéder, aussi dur que de comprendre l'impact de ce qui nous a précédés. Ce sont pourtant des questions capitales. De quoi hérite-t-on du passé ? De chaînes ou de cadeaux ? De qui hérite-t-on principalement ? Doit-on réparer ? Peut-on faire de l'art sans hériter ? Peut-on faire de l'art sans prendre position ? Quoi prendre du passé pour trouver sa direction ? Ce soir, pour en parler, Yasmine Pigeon, tu es chanteuse et autrice-compositrice.
Tu es un mix de cultures franco-brésiliennes. Tu as grandi entre Paris et Londres, une richesse que l'on retrouve dans les rythmes de tes titres et leurs paroles en 3 langues. Ton premier EP en 2022, The Emotional Bank Account, s'ouvre et se ferme sur les voix de tes parents. Lui ont succédé plusieurs projets jusqu'à ta nouvelle ère musicale avec le titre Good Enough, Delirious, récemment diffusé ici même, et ton nouveau titre Good Enough, dont tu nous feras l'honneur en fin d'émission. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle ère, Yasmine ? Oh là là, c'est déjà bonjour, merci de m'avoir invité. Et incroyable moment pour toi, Anna. Je suis honorée d'être invitée ici pour cette fin. Cette nouvelle ère, c'est vraiment des chansons que j'ai écrites il y a très très longtemps, avant mon premier EP. Et c'est simplement des chansons que je pense, d'ailleurs c'est marrant parce que je les avais écrites avant donc mon premier EP et je me suis sentie assez courageuse pour les sortir maintenant. Peut-être parce que je crois qu'elles avaient plus de potentiel que les autres, peut-être que parce que j'étais pas prête encore à les sortir. Donc voilà, c'est juste le bon moment. Des titres assez deep, on aura ce live en fin d'émission sur Good Enough, vous allez voir, c'est très doux, c'est une chanson qui fait du bien. Tu seras en concert aussi le 5 juillet au pop-up du label. Et le 9 septembre, ça j'étais pas au courant, merci de prévenir. Petite exclu. À la Boule Noire. Donc voilà, Yasmine qui est là ce soir pour discuter justement de toute cette question de la culture, de l'héritage et pour nous jouer ce titre en fin d'émission, Good Enough. Merci d'être parmi nous ce soir. Cannelle, tu es toi aussi chanteuse et lauréate du prix Société Pernod Ricard France Live Music 2025. Après un premier EP ODD, ton nouveau projet Soma est sorti le 11 avril et tu es en tournée cette année avec Youssef Swatz et Anaïs MVA. Tu proposes des sonorités entre R&B alternatif francophone et groove dansant. Dans quelle culture ta musique, qui n'hésite pas à recourir au quoi, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est, tire-t-elle ses inspirations ? Je pense que je tire mes inspirations principalement de mon héritage familial. Donc mes parents qui m'ont beaucoup influencé dans mes choix et dans ce que j'écoute aujourd'hui et dans ce que j'écoutais avant. Et je pense qu'aussi je me laisse inspirer par notre génération, les croisements qui se font aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant. Et en fait je me laisse porter. Quand je fais de la musique, je cherche pas à me dire faut que je fasse un son comme ça ou un son comme ça. C'est à l'émotion, c'est au feeling, le mood dans lequel je suis et je réfléchis pas trop à la stratégie ou à ce que je dois faire sur le moment. Tu vas nous performer 2 titres ce soir qui sont issus de ce nouveau projet Soma. Quels sont ces titres ? Alors je vais vous jouer le son Sans la Lune, du coup de mon dernier projet Soma qui est sorti il y a quelques mois, et je vais jouer une exclue Papier Marin qui sortira bientôt et que vous allez découvrir du coup sur Move ce soir. Mais merci beaucoup pour cet honneur, pour cette dernière émission. Merci d'être parmi nous, Cannelle, ce soir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. À tes côtés, Émilie Capel, tu es danseuse et chorégraphe aux nombreux faits d'armes, dont celui d'une très 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 longue tournée avec Madonna. Actuellement, c'est en France que tu officies puisque tu es la chorégraphe en binôme avec Yaman Oukour de La Haine, film multiprimé de Mathieu Kassovitch et adapté en comédie musicale par celui-ci avec Serge Denoncourt qui mêle danse, rap, théâtre et cinéma. Pourquoi t'as voulu t'engager sur une telle aventure ? Parce qu'on peut le faire à travers l'art et que ça devenait indispensable dans le temps de notre chorégraphie. Il était pour nous devenu viscéral d'allier nos engagements et nos convictions à notre art. Et il se trouve que la haine, c'est un sujet totalement intemporel, malheureusement. Et voilà. On va en parler de justement ce soir l'héritage artistique, ce que c'est que de passer après une œuvre cultissime et aussi tout ce que raconte cette œuvre, parce que c'est évidemment, tu le soulignais, intimement lié avec la question d'héritage. Merci d'être avec nous ce soir, Émilie Capel. Merci pour l'invitation. À nos côtés également, Anissa Rami, tu es journaliste, podcasteuse et animatrice de conférences et tu es spécialisée dans l'analyse du rap et de ses enjeux sociétaux. Après des débuts au Bondi Blog, tu as collaboré avec de nombreux médias comme Mediapart, Bouscapé ou encore The Guardian. Rien que ça tue. On te retrouve désormais sur Arte avec le tout premier podcast vidéo de la chaîne, Tombé Love, où tu interrogeras tous les 2 mois des artistes rap et R&B sur leur rapport à l'amour. Alors le premier épisode est sorti avec Turi, mais c'est pas la première fois que tu bosses avec Arte,
parce que tu es surtout, et je dis surtout parce que c'est profondément rattaché au thème de l'émission de ce soir, l'autrice d'un podcast capital sur la question de la culture et de la transmission qui s'appelle Papa, t'es né quand ? Qu'est-ce qu'il raconte ce podcast ? Merci pour l'invitation déjà. Avec grand plaisir, depuis le temps. C'est clair. Le podcast, du coup, il s'appelle Papa t'es né quand ? Et c'est un podcast que j'ai fait un peu en famille. C'était mon premier podcast sur Arte Radio. Et il raconte l'histoire de mon père, avec qui j'ai recherché sa date de naissance. Parce qu'il est né au Maroc dans les années 50. Et comme beaucoup d'immigrés, il connaît pas sa date de naissance. Et donc, il est arrivé, on lui a dit t'es un 01, tu es né le 1er janvier. Et donc, après plein de péripéties, il a même eu 3 dates de naissance. Et donc, j'ai eu envie de retracer cette histoire de l'immigration et de savoir, lui, quelle était sa date de naissance et de parler de cette histoire, en fait, qui est commune à plein d'immigrés. Et on a découvert plein de choses de cette histoire. Que tu vas pouvoir nous raconter à ce micro ce soir. Merci d'être avec nous, Anissa. Et enfin, alors peut-être que derrière vos postes, vos transistors ou vos iPads, si vous, comme mes grands-parents, vous regardez ma tête sur l'iPad, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'invités, effectivement, ce soir. J'ai 5 invités, mais c'est la dernière émission. Donc on fait ce qu'on veut et je vous promets que ça va être génial. À mes côtés, en tout dernier invité, Mathieu Barbin. Tu es interprète et chorégraphe de danse contemporaine, au parcours solo émaillé de performances notables, au MoMA de New York ou à la Tate Moderne de Londres, et à l'origine de créations comme Totemic Studies ou encore les 100 000 derniers quarts d'heure. Tu es également connue sous le nom de ton alter ego, drag queen, danseuse, performeuse Sarah Forever, finaliste de Drag Race France, mais surtout, et c'est pour ça que ça semblait intéressant de t'avoir aussi sur cette thématique, tu travailles actuellement à un spectacle, Dynastie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, ce que je préfère faire, parler. Dynastie, oui, ça parle de tous ces enfants qui sont les fils et filles d'eux, qui sont rentrés en rupture. Ça parle surtout beaucoup de la rupture, Dynastie. Puis ça parle beaucoup de ma mère, de mon rapport à l'héritage. Je le questionnais beaucoup avant de commencer à travailler sur la pièce. Moi qui ai fait que me déconstruire en bon et fidèle queer que je suis. J'ai passé mon temps à être en rupture, à tout casser, à tout brûler derrière moi, notamment mes liens, surtout ceux avec ma mère, avec ma famille. Et à un moment, quand je voyais ma mère vieillir, je me suis dit tiens, et si je la laissais pas totalement de côté, si je l'embarquais encore un peu avec moi. Et c'est très dur quand on a fait que tout couper. Et du coup, ce spectacle parle de ça. Il est en tournée et j'aime le jouer. Voilà. C'est Dynastie de Mathieu Barbin qui est en tournée. Merci d'être là au milieu de cette tournée. On va pouvoir revenir justement sur toutes les thématiques de ce spectacle ce soir, parce que je crois que ça va être plus que jamais retentissant avec tout ce qu'on doit dire. Vous l'aurez compris, tous mes invités ont un lien très particulier, très intime à la question de ce soir, celle de l'héritage. Et on va commencer par une question très très simple et très généraliste. Quelle est la plus belle chose dont vous ayez hérité ? Peut-être que je me suis un peu avancée sur le très simple. C'est vrai. Ah vache. La plus belle chose dont on est... Si tu commences à parler dans le micro, c'est toi qui vas devoir répondre en premier. Hein. Oui, mais merci. Non, mais moi, je pense que c'est celle que je me crée, quoi, vraiment. Parce que je me suis longtemps posé la question de quoi j'hérite. C'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, quand on passe son temps à déconstruire et à essayer justement de refuser un certain héritage, quand on n'est jamais au bon endroit. Enfin, moi, ça a été en tout cas, et c'est encore toujours d'ailleurs, mon ressentiment. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on crée, vraiment. C'est l'héritage les récits qu'on écrit, qu'on se crée, les généalogies rêvées aussi. Et ça, c'est très important, les généalogies rêvées. Enfin, moi, c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui m'a fait tenir. S'il fallait que je reste avec ce qu'on m'offrait, j'aurais pas grand-chose. Donc, je dirais que c'est vraiment celui qu'on se crée, quoi. Parce que là, typiquement, par exemple, on parlait tout à l'heure... Anissa, donc son podcast Papa t'es né quand revient sur le lien avec son père, entre deux cultures, etc. Donc là, il y a quelque chose qui est palpable, qui est de l'ordre de la famille. Mais tu veux dire que toi, tu as dû te créer une identité sans normes familiales, en fait ? Bah ouais, enfin moi, la famille, j'ai fait que la rejeter. J'étais pas... en gros, ma mère m'a foutu, se saigner pour me mettre dans une école de Bourges. Et alors que je viens vraiment d'un milieu prolo. Donc quand j'étais à l'école, j'étais pas à ma place, et quand je revenais dans ma famille, j'étais plus du tout à ma place. Entre deux chaises, toujours. Donc ensuite, j'ai fait que fuir parce que jamais au bon endroit.
Donc moi, ce qui permet de tenir, c'est au contraire de trouver des parcours qui sont les mêmes que les miens, que des gens qui ont été en rupture, qui ont tout cramé derrière eux, etc. Et c'est cet héritage-là aujourd'hui dont je suis fier. Et c'est d'ailleurs pour ça que la communauté queer, elle est si belle et si forte et si dangereuse. Et quand on a peur, c'est parce que c'est fait que de gens qui ont tout cramé derrière eux et qui sont aujourd'hui maintenant prêts à tout pour faire famille entre eux. Donc je pense que c'est pour ça qu'on la craint beaucoup, enfin qu'ils la craignent beaucoup. Ça prend du temps, je crois, de savoir de quoi on hérite, en tout cas particulièrement de sa famille. Je pense qu'on est très longtemps dans un flou artistique, entre guillemets, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression d'avoir compris seulement maintenant, à mon âge, quels étaient mes points communs avec mes parents. Avec mes yeux d'adulte, aujourd'hui, j'arrive à analyser qui ils sont et pourquoi je suis comme ça et de quoi j'hérite. Mais c'est vrai que toute ma jeunesse, j'ai jamais vraiment trop compris. Moi, je suis la seule artiste vraiment professionnelle de la famille, et je me suis sentie très différente de ma famille pendant très longtemps. Et aujourd'hui, en étant un peu plus âgée, maman, non, mais en fait, j'ai plein de points communs avec ma mère et avec mon père, et j'en ai hérité. Et ça découle sur ma façon d'être, ça découle sur ma façon d'éduquer mes enfants, ça découle sur plein de choses. Mais c'est un cheminement qui prend beaucoup de temps. Et je pense même que parfois, on trouve jamais la réponse à ça. Tu viens spontanément de faire un lien qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tu mentionnes une forme de réconciliation avec l'héritage de tes parents, avec ta ressemblance avec eux, au moment où tu deviens maman ? Ouais, complètement. Alors moi, le jour où j'ai été maman, j'ai vu 2 autres personnes. Mon père et ma mère n'étaient plus ceux que je voyais. C'est parce que d'un coup, tu les considères d'adulte à adulte, peut-être ? Ou tu te rends compte qu'on n'est peut-être jamais vraiment adulte aussi ? Aussi. Et forcément, je me mets à la place de ma mère. C'est-à-dire que j'ai questionné ses façons de faire avec moi plein de fois, où je me suis dit, elle aurait dû faire comme ci, comme ça. Et puis finalement, quand je me retrouve à sa place, je me dis, pas si con en fait, je comprends. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai des réflexes que ma mère pourrait avoir. Et je me dis, en fait, non, t'es pas du tout différente, quoi. Donc le fait, en fait, de te rendre compte que quand un bébé nous arrive dans les bras, on n'est toujours pas un être humain parfait puisqu'on ne l'est jamais. Ça permet aussi de relativiser les imperfections de ses propres parents. Ah bah oui, totalement. Et puis de se découvrir sous un autre angle, parce qu'on croit se connaître, mais je crois que c'est l'histoire de toute une vie, de savoir qui on est. Moi, je pense que j'ai hérité... c'est marrant parce que tu parles beaucoup des parents. J'ai l'impression qu'on hérite beaucoup aussi de où on vit. Ou par exemple des villes, des quartiers où on est, même que ce soit les commerçants autour de nous, on hérite un peu de cette relation en fait. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'hériter de beaucoup de parents et de faire constamment un peu le tri entre les trucs que je veux prendre et ce que je veux pas prendre. Mais il y a des choses, par exemple, je sais que ma voix, il y a un truc, c'est très, par exemple quand je chante dans mes aigus, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ma grand-mère, ma grand-mère a toujours voulu être chanteuse. Je pense qu'elle nous écoute. Et on l'embrasse. Ouais. Et quand elle chante dans ses aigus, et je m'entends beaucoup, et donc je pense avoir hérité aussi cette envie de. Je me demande si c'est un truc de blessure, cette envie de chanter. Est-ce que c'est un truc qu'on a en tant que. Est-ce que c'est. Je sais pas. Je me demande. Tu veux dire, est-ce que par ce qu'on essaie d'entreprendre dans notre vie, on essaie de réparer ce que les autres ont peut-être pas pu faire ? Ah ouais, complètement. J'ai l'impression que beaucoup de mon travail en tant qu'artiste. J'ai remarqué par exemple que je m'habillais beaucoup en femme traditionnelle des années 60. Alors pour aucune raison, alors que jamais. Non mais c'est vrai que c'est très bizarre. Et sur scène, etc. Alors que dans la vie, je mets beaucoup de pantalons. Je me maquille pas beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai fait cette conclusion l'autre jour de me dire que j'avais presque envie de recréer un peu une vie que mes grands-mères auraient pu vivre, me voir dans cette image-là, me dire qu'en fait, à l'époque, on aurait pu changer les choses. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Et voilà. Ça vous parle, Anissa, Canel, cette question d'aller peut-être faire ce que les gens qui nous ont précédés dans nos familles n'ont pas eu la chance de faire à cause de dispositions de contexte, d'époque ? Ouais, je pense que là, du coup, par rapport à la musique, moi, c'est plus par rapport au journalisme. Et j'allais dire, sur ta question, c'est de quoi j'aurais hérité. J'allais dire l'engagement et la liberté, dans le sens où, que ce soit mon père ou ma mère, ils ont beaucoup ce truc de laisser libre, de faire ce qu'on veut. Mon père, c'était un militant au Maroc, et il était communiste. Enfin,
Juste, il a vieilli, donc il est un peu moins communiste. Mais à l'époque, il était communiste. Il regarde CNews maintenant toute la journée. Non, presque. Quand il regardera cette émission, il sera très content. Mais en tout cas, voilà, il m'a beaucoup éduqué avec ce côté liberté, ce côté militant. Et ma mère, ça a jamais milité, on va dire, dans un parti comme lui, il a pu le faire. Mais elle était infirmière, et quand elle était infirmière, elle avait créé des sessions CGT pour défendre les autres infirmières, etc. Donc il y a quand même beaucoup ce truc de vouloir un peu changer les choses. Et moi, dans mon travail, ce que je fais, en tout cas tout ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est quand je peux être qui je veux être, qui je suis, c'est vraiment essayer de réparer, essayer de changer les choses, changer le monde. Alors je voulais être militante avant. Après j'ai dit bon, il y a pas d'argent, on peut rien faire. Dans le journalisme non plus. Mais en tout cas voilà, quand même toujours ce truc de on veut changer les choses. Et je pense que mon père, s'il avait pu être journaliste, il aurait été journaliste clairement. Donc en fait, ils t'ont insufflé cette résistance, cette façon de s'insurger, de se lever pour défendre les injustices. Et toi, grâce aux études même que tu as pu faire, etc., tu arrives à incarner cette façon pas de catalyser les luttes, tu vois, mais de les expliquer. Parce que pareil, le fait de t'être spécialisé sur le rap, on sait que c'est quelque chose d'éminemment politique. Même certains rappeurs maintenant essaient de... Bon... Oui. Non, mais en tout cas, c'est clair, j'ai fait des études de sciences politiques. Mon père, il faisait de la politique. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis la musique, c'est mes frères et sœurs qui m'ont transmis le rap. Donc, clairement, tout ce que je fais, même mon frère, il rappait avant, quand il était jeune. Donc, du coup, pareil, je pense qu'il y a tout un truc de essayer de réparer les choses. Enfin, en vrai, dans tous les trucs militants, c'est réparer toutes les violences aussi que chacun a subies dans sa vie. Dire, ok, bah moi, en tant que journaliste, je vais parler de rap, je vais parler de violences policières, je vais parler de féminisme, et on essaie de réparer. En vrai, je pense que nos parents, nos frères et sœurs, etc. Canel, toi, t'as l'impression que le groupe social dont on hérite le plus, c'est la famille, la communauté, la société? Oui, et en même temps, non. Dans le sens où, par exemple, moi, dans ma famille, j'hérite surtout je pense, du côté de ma mère, la culture antillaise. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de rapport avec le côté de mon père, du coup, qui est le côté alsacien. Et donc, toute cette culture antillaise, j'ai passé beaucoup d'été en Guadeloupe. Et donc, j'ai hérité de ça et de tout ce que ça amène à côté, tu vois, et l'or, les bijoux, les Antillais. Mais c'est vrai que je sens aussi que en faisant de la musique, peut-être que je réalise aussi le rêve de ma mère qui a voulu toujours faire de la musique et qui était une grande saxophoniste et qui a arrêté à cause, elle est tombée enceinte, tout simplement. Mais c'est vrai que je pense que je rattrape aussi les regrets de mes parents dans le passé. Et je pense pas que je répare, parce que je pense qu'eux, ils ont déjà réparé en fait les erreurs de leurs parents à eux. Et j'ai juste à suivre leur chemin et à faire comme eux, et tout se passera bien, je pense, au niveau du reste, tu vois. Ah, c'est marrant, vous avez parlé toutes les deux de la famille avec des musiciens et tout, mais on va y revenir dans l'émission. Comment est-ce qu'on construit, et là ça rejoint plein de discussions qu'on a pu avoir, comment est-ce qu'on construit une identité quand on porte en soi plusieurs cultures à la fois? Que ce soit parce que l'on grandit dans un pays dont notre famille n'est pas originaire, que ce soit parce qu'aussi on doit faire cohabiter une culture qui correspond plus à notre identité par rapport à celle peut-être plus traditionnelle ou plus normie dans laquelle on évolue, parce qu'aussi peut-être on a une double culture. Comment est-ce que vous pensez qu'on construit tout ça? Je pense qu'on se pose... Ouais. Je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions et à la fois pas s'en poser beaucoup, il faut être assez spontané. Parce qu'en fait, ça vit en nous et c'est des trucs, je pense, qui transpirent. Et moi, je me suis bossé... Enfin, moi, là, quand je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est plus pour me dire, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont comprendre ma pluralité, là d'où je viens, les 3 langues dont je parle, etc. Que je parle. T'inquiète, t'en parles 3, c'est formidable. Déjà, si j'en avais une de plus, je serais contente. Donc... Du coup, ouais, c'est vraiment ce truc-là, d'essayer de savoir si est-ce que les autres nous comprennent, mais je pense qu'à un moment, faut pas trop se poser de questions et essayer de faire les choses les plus authentiquement possibles. Parce qu'il y a plein de gens toujours qui vont pas comprendre et c'est intéressant de challenger tout ça, je pense. Toi, ça t'arrive d'aller chaque année, tu vas une longue période dans un de tes 2 pays d'origine? Ça fait 1 an ça fait 2 ans avec ma sœur et ma mère, on s'est promis qu'on allait, peu importe combien on avait de thunes dans notre compte en banque, toutes les 3. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on y va en janvier. Ouais, à part pour esquiver l'hiver, évidemment. Non, et c'est important parce que
Parce que c'est un bout de moi que j'ai l'impression d'enfermer dans une cage le reste de l'année. Et quand je vais au Brésil, c'est comme si j'ouvrais cette boîte et qu'il y avait toutes ces fleurs qui sortaient et elles prenaient de la place à chaque fois un peu plus. Et à chaque fois que j'y retourne, ça prend un peu plus de place dans mon identité. Et je pense que ça fait ça à plein de gens. J'ai l'impression que tout le monde qui va au Brésil se fait prendre cette énergie-là. Mais toi, tu peux dire c'est chez WAM, arrêtez avec votre... Non, je voudrais pas, mais non, et puis c'est hyper important parce que ça nous reconnecte entre nous avec ma mère et ma sœur. Et puis j'apprends mieux à connaître ma mère. Ma mère n'est pas du tout la même personne au Brésil qu'elle est en France, alors que ça fait 25 ans qu'elle est en France. Puis pas du tout la même personne. C'est un truc de fou. C'est une autre personnalité. Anissa, toi, pendant ton enquête, justement, avec ton père, au cours du podcast Papa t'es né quand, podcast Arte et Production, justement, t'es reparti aussi sur ses origines au Maroc. T'as senti aussi ce que décrit Yasmine, qu'il y avait un lui marocain, un lui français. Comment tu l'as vécu? Le podcast, c'est Arte Radio. Pardon. J'ai voulu faire l'American Arte Production. Je précise quand même. Mais oui, totalement. Je pense que nos parents, quand ils vivent dans le pays où ils sont pas nés, il y a toujours... en tout cas, moi, quand je retourne avec mon père là-bas, il veut trop m'expliquer la vie en disant mais moi je connais ça. Par exemple, il y a un moment dans le podcast où il y a une manifestation et moi je dis je vais filmer. Et lui il me dit mais t'es folle ou quoi? Il dit on n'est pas en France, tu vas pas filmer. Et je dis mais non, mais c'est bon maintenant, c'est pas comme ton époque. Il dit mais à mon époque, mais moi si on filmait, ça allait être les problèmes et tout. Et en smartphone fait, surtout à leur époque. Ouais, voilà. Mais je veux dire, en tout cas, il dit quand il y avait même des journalistes, c'est ça, mais quand même juste des journalistes, il disait regarde, t'as bien vu que là il y avait pas de journalistes à la manifestation. Et je pense que lui aussi du coup, il a envie de rester connecté au pays, alors qu'en fait il est plus connecté. Lui-même, en fait, même si déjà moi je suis né en France, mais il pense encore qu'il est marocain, mais en vrai, il est arrivé ici, il avait 18 ans ou 20 ans, je sais plus, pour ses études. Et donc, en fait, lui-même, il est déconnecté et donc il se raccroche à des choses qui étaient là à son époque. Enfin, des fois, quand on était petit, on ramenait tout le temps des cadeaux, des trucs, je sais pas, on ramenait des frigos. Je dis maintenant, il n'y a plus besoin de ramener de frigo. Ils achètent des frigos, tu vois. Il y a des trucs qu'il a pas évolué avec avec ce qui se passe là-bas, en fait. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant de voir comment lui-même, il a un décalage avec le pays, mais qui est difficile à accepter parce que sinon c'est vraiment une déchirure, quoi. Donc est-ce que tu as l'impression que du coup lui c'est un immigré première génération, c'est-à-dire que c'est lui qui est arrivé en France, est-ce que tu as l'impression que justement pour lui le fait de sentir une déconnexion, ce serait comme avoir l'impression de trahir une partie de lui-même? Ouais, je pense totalement. Après, comme je disais, lui il était quand même militant, donc il avait une déconnexion par rapport à d'autres personnes de sa famille, qu'il acceptait d'être un peu le différent sur plein de choses, mais c'est plutôt en vieillissant que je pense qu'il a eu du mal avec ça. Avant, au contraire, par exemple dans le podcast, il dit un truc, il dit que son frère, qui est venu au Maroc un peu avant, qui est venu en France un peu avant lui, mais qui lui travaillait dans la manutention, etc. Alors que mon père, comme il avait fait des études, il était prof à un moment, enfin il avait plein de tâches différents, et il lui disait surtout, et c'est lui qui l'aidait à parler en français, c'est lui qui l'aidait avec ses papiers, et il lui dit n'oublie pas qu'ici on est de passage et qu'on va retourner là-bas. Et en fait, mon père, comme lui justement, il a fait plus d'études, qui parle bien français, etc. Lui, il a pas de maison là-bas, alors que mon oncle, il a une maison, il y va tous les ans, il est même 6 mois de l'année là-bas, alors que mon père, c'est lui qui s'est totalement fait happer en fait par la culture, on va dire française. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Je pense que lui, il se rend pas compte de ou il s'en rend compte, ça dépend des moments. Mais qu'il y a vraiment ce décalage et que maintenant il se dit ah ouais, en fait, j'aurais aimé y rester, j'aurais aimé retourner, mais en fait, c'est trop difficile d'être entre les deux aussi. Canel, dans le titre que tu viens de nous jouer, Papier Marin, qui est un titre très très fort. Avant de le chanter, tu as dit que tu parlais de blessures, de traumatisme qu'a vécu ton grand-père, que toi t'as pas vécu, mais que tu as l'impression de sentir un peu. Et dans cette chanson, notamment, à un moment, tu dis que le papy de ton papy a eu des chaînes. Ouais. Quand on grandit dans même si c'est en France, c'est pas en France métropolitaine, c'est extrêmement loin, évidemment, tu vas pas tous les jours, etc. Donc il y a une forme d'héritage diasporique, donc d'une diaspora. Quand on grandit dans une diaspora, qu'est-ce qu'on hérite en fait en termes de non-dit du pays d'origine? C'est quoi toi ton rapport à toutes ces blessures de ce peuple entier? En fait, c'est très particulier parce que c'est vrai qu'à l'école, quand
en métropole. Ma mère est née en métropole. Ouais. Mes grands-parents sont nés du coup en Guadeloupe et en Martinique. Mais c'est vrai que quand tu grandis en métropole, à l'école, il n'y a pas de vrai chapitre en histoire sur l'esclavage. Et il y a encore, je pense, 10-15 ans, il n'y avait pas encore le musée de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, mais par le biais de la famille. Sinon, il n'y a pas de quelque chose dans l'État qui te permet d'en apprendre davantage là-dessus, à part si tu vas faire tes recherches. Mais c'est vrai que moi, tout ça, je l'ai appris via ma famille. Et ouais, c'est fou parce que, par exemple, tu vois, du côté de ma mère, mes ancêtres, c'est des esclaves en Guadeloupe. Et mon père, sa famille, qui est alsacienne, tiennent un livre de génération en génération qui se transmettent sur l'histoire de la famille pour tenir les comptes. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps, je l'ai appris il y a pas longtemps, que les ancêtres de mes parents, de mon père du coup, tenaient une maison d'esclaves en Guadeloupe. Wow. Tu vois, donc c'est fou et genre en fait j'ai les 200 à l'intérieur de moi et tu dois vivre avec ça. Tu dois gérer le truc et en fait c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses sur le fait qu'aujourd'hui on reconnaît que les traumatismes peuvent se transmettre de manière héréditaire et dans les gènes et en fait des fois t'as des douleurs ou des frustrations ou des colères, tu sais pas pourquoi, mais t'es né avec. Tu les as, elles sont là. Et tu sais pas d'où elles viennent. Et moi, je suis convaincu qu'en vrai, elles viennent de tes ancêtres, tu vois. Donc soit tu deals avec, soit... Et le fait de le chanter, pour toi, c'était aussi une façon d'expier ces douleurs, ces traumatismes? Ouais, en tout cas, c'était de mettre des mots dessus. Tu vois, de le reconnaître, de savoir qu'elles sont là. Et après, faut vivre avec. Et faut voir ce que t'en fais et tourner le truc dans un sens positif. Tu vois, mon père, lui, il a l'impression que le fait qu'il soit tombé amoureux d'une antillaise, c'est pour réparer les erreurs de ses ancêtres, tu vois. Donc c'est marrant, c'est beau en même temps, je trouve. Donc, mais c'est important de le savoir, en fait. C'est important de le transmettre. C'est pour ça que tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est la transmission, je trouve que c'est important parce que ça permet forcément de réparer les erreurs. L'histoire permet de pas reproduire les mêmes choses si on la connaît. Donc, ouais, non, c'est quelque chose de positif, même si c'est une douleur avec laquelle il faut vivre, quoi. On va se laisser justement sur ce mot de la transmission pour l'instant, avant de reprendre la discussion exactement sur ce thème, sur le thème de l'école, ce qu'on nous a appris et la façon dont justement on nous enseigne toute cette histoire, parce que je crois que c'est un sujet assez important. Canel, tu nous parlais justement de la transmission et du fait que comme il y avait des choses, notamment là en l'occurrence l'esclavage, dont on ne parlait pas dans les livres d'école, dont on ne parlait pas publiquement, il y avait des reconnaissances qui n'avaient pas été faites, c'est des choses qu'on se transmet en famille. Et tu venais introduire, et c'est quand même assez fou, je montre mon listing faisant foi, tu viens introduire la question suivante sur la question un petit peu des devoirs qu'on a par rapport à la mémoire et des traditions, etc. Est-ce que la transmission des dynamiques familiales ou de la mémoire d'un peuple est toujours consciente? Ouais, on dirait des questions du bac de philo, hein. Mais c'est la période. Hein. C'est pas parce qu'on n'est plus au lycée qu'il faut qu'on se ramollisse. Vous voyez? Je pense que ça peut être fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère, elle m'a transmis des choses. Je pense qu'elle n'était pas dans une conscience de dire faut que je lui transmette ça et que elle ait ces goûts-là et qu'elle écoute cette musique-là, etc. Mais c'est pas elle qui est venue t'en parler, Franco, c'est à force de l'observer et même c'est en elle. Ouais, l'écouter quand elle discute avec sa famille, ses sœurs. La musique qu'elle met, elle met de la musique pour elle. Pas pour que moi je l'écoute, elle met de la musique pour elle et moi je l'écoute. Enfin, je pense que tout ça c'est inconscient, mais ça reste de la transmission en vrai culturelle. Après, il y a un terrain émotionnel quand même à la maison. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui est faite avec le vécu. Enfin, généralement des familles. Et forcément qu'à l'école, il n'y a pas tout le côté émotionnel qu'on peut avoir. Et toi qui es maman, justement, tu penses qu'il y a une façon saine de parler aux enfants de ce qui nous a construit? Donc en fait, ça arrive toujours un peu par hasard. Non, justement, je pense qu'avec des enfants, il faut faire attention, justement. Là, en ce moment, on vit des choses quand même qui sont quand même assez historiques. Et de trouver les bons mots sans être impacté trop émotionnellement et d'avoir un discours assez général et pas se faire déborder par des émotions qui peuvent être impactantes. Bien sûr. Dans la petite tête d'un enfant. Et je pense que justement la transmission aussi, il faut qu'elle se fasse intelligemment à la maison. C'est-à-dire qu'il faut réussir à enlever parfois un peu le bagage émotionnel pour donner les bases effectivement d'une histoire. Et puis après, voilà, moi je sais que j'ai pas eu un rapport super à l'école.
Et tout ce que j'ai pu apprendre de l'école, j'ai l'impression de l'avoir totalement déconstruit moi après en tant qu'adulte, en me disant mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça non plus, mais ça c'est un truc de fou, on n'en a pas parlé non plus comme tu disais. Enfin, l'esclavage c'est tellement un dossier énorme, je trouve ça complètement fou. Et la Seconde Guerre mondiale, par contre, en 4 ans, tu te la manges. Tu vois. Ouais, et puis encore, on voit que certaines parties de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est clairement parce que les gens se sentent très coupables aussi. Hein. Oui, je veux dire, chez les Français blancs, dans nos familles, on nous parle énormément à chaque fois de qui a résisté dans notre famille. Mais on sait évidemment, quand on voit les statistiques, qu'il y a aussi de la collaboration. Et en fait, tu sens qu'il y a toute une culpabilité qui est très forte. Et une réinvention des récits aussi. Il y a plein de trucs dont on t'a pas parlé. Tu vois, et la guerre d'Algérie, on en parle très peu aussi. Hein. C'est vrai. Je l'ai su. Il y a plein de guerres dont on parle pas en vrai. Bah là, on vit quelque chose, je pense, qui va être certainement retranscrit dans les écoles. Et je suis curieuse de savoir ce qui va en rester. Tu vois. En ayant vécu vraiment, je suis curieuse de savoir comment tout ce boulgui-boulga là va être. Bon, alors on en garde ça. Je suis curieuse de voir qui va se dire résistant aussi et qui ça va être. C'est toujours rigolo. Moi, justement, on m'a toujours parlé aussi dans ma famille, et même dans le livre, on en parle parfois des gens qui étaient ce qu'on appelait les résistants de la dernière heure pendant la Seconde Guerre mondiale, qui d'un coup se sont dit résistants, qui sont allés tondre les femmes qui voulaient pas coucher avec eux en général. Hein, c'était quand même des bons gros incels. Et c'est assez intéressant de voir comment on raconte les choses à posteriori. Tu parlais justement de tout ce qu'on vient déconstruire par rapport à ce qu'on apprend. Toi, Mathieu, t'en as parlé aussi tout à l'heure de la déconstruction. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre à l'école qui ont manqué? Ah ouais. Tu sais, j'aurais voulu apprendre à aimer. C'est très dur. Et on nous apprend pas vraiment à aimer. Oui, c'est super bien dur. Le contraire, même, j'ai l'impression. Et bien le contraire, on nous apprend plutôt à détester. Et en vrai, je me suis souvent dit ça dans ma vie, dans ma vie intime, mon rapport, mais même artistiquement, etc. Je me suis dit putain, l'amour, c'est, il devrait y avoir une matière vraiment, des heures vraiment dédiées à ça parce que c'est tellement complexe. On nous apprend des schémas. On nous apprend des chemins à suivre, des schémas, des équilibres, des trucs. On nous apprend pas la pluralité, tous les possibles de l'amour. Et dans la vie, mais combien de fois on se retrouve confronté à des trucs, en fait c'est pas comme ça, en fait je peux aimer passionnément un pote, ou je sais pas, à déconstruire. Et moi ça me prend beaucoup de temps à déconstruire tout l'imaginaire qu'on nous a foutu dans la tête quand on était petit autour de l'amour. De manière très binaire souvent, etc. Alors que c'est tellement complexe et une vie ne suffit pas, je pense, pour expérimenter l'amour. L'amour, et tous les amours. Ça englobe plein de choses. Ouais. Il y a des vrais dos qui sont ouverts en ce moment où ils parlent justement de faire des cours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a vraiment ce questionnement de vouloir remettre un petit peu, par exemple, la question de l'empathie. Il va y avoir des cours d'empathie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Il était de sang. Bah ouais. Mais en vrai, l'amour, je pense qu'il peut partir juste de ça déjà, de l'empathie. Je trouve le plus proche de ça à l'école. Enfin, moi, j'avais fait des cours de théâtre en Angleterre. Et le théâtre est obligatoire jusqu'à tes 14 ans, je crois. Ah, c'est bien ça. Comme le sport. Et en fait, quand tu fais du théâtre, t'es lié à tes émotions. Enfin, moi, il y a des fois où je pleurais pendant le cours de théâtre. Je savais pas pourquoi je commençais à pleurer. Et donc, ça, ce serait génial d'apprendre ça à l'école. Ouais, plutôt que la flûte ou... Ouais, la flûte, on va faire des. On apprend plus la flûte. Je fais que penser avec les chaleurs, je fais que penser aux ventilateurs qu'on fabriquait en techno. Je sais pas si vous avez eu ça. Genre, tu fabriquais des petits objets qui se pétaient 2 semaines après, avec le pistolet à colle et tout. Bien sûr. Et on avait fait, moi, comme j'étais à Toulouse, il faisait de la température qu'il y a maintenant à Paris, nous, j'ai grandi avec ça. On nous faisait faire des mini ventilateurs, des trucs comme ça. Mais là, on en aurait bien besoin en ce moment. Ça tenait 3 jours finalement. Quelle est la part d'invention dans ce qu'on appelle héritage? Parce que je pense que dans toutes les familles, quelles qu'elles soient, dans toutes les communautés, on aime trop parler d'héritage pour finalement instaurer des traditions qui oppressent un petit peu tout le monde. Ah ouais, l'invention... Mais je crois, c'est en quoi c'est une construction, tu vois, l'héritage? Je crois que j'ai pas compris la question. En gros, tu vois, là, c'est ce qu'on disait, par exemple. Là, typiquement, sur le génocide, comment est-ce qu'il sera raconté plus tard? Et en fait, de la même façon, comment est-ce que la vie de nos ancêtres d'il y a 100 ans nous est racontée maintenant? En fait, on saura jamais si c'est vrai ou faux, exactement, comment ce truc. Et du coup, voilà, comment, en fait, ma question, c'est comment est-ce que la question de l'héritage, en fait, c'est une construction, on ne sait pas trop exactement d'où elle vient, mais elle peut nous servir à imposer des traditions qui viennent faire chier tout le monde. Ouais, c'est ça, en fait. Tradition égale faire chier. Enfin, ça peut.
Moi, j'allais dire que au-delà de l'invention, il y a une grande part de déni. Je trouve dans l'histoire, dans le sens où souvent on raconte pas des parts d'histoire parce que les personnes qui les racontent sont encore dans le déni ou dans la souffrance et le rejet de ces histoires. Et du coup, ils vont la raconter, mais en omettant des choses. Et je pense que il faut déjà avoir digéré son histoire pour ensuite bien pouvoir la raconter à tes enfants, à tes petits-enfants ou à d'autres personnes. Et donc, il y a quand même je pense que le déni, il est énorme là-dedans. Et moi, dans mon podcast, justement, par rapport à mon père, on a découvert une histoire de ma grand-mère dont il avait parlé presque à personne. Et personne ne le croyait. Il y avait en gros, juste rapidement sur ça, c'est que ma grand-mère, en gros, elle a perdu beaucoup d'enfants et elle est devenue folle, entre guillemets. Et en fait, il y a les hommes de la famille, quand je leur demande qu'est-ce qu'elle avait, mais elle a mangé une plante, on sait pas pourquoi elle est devenue folle. Et les femmes de la famille, elles disaient, elle a perdu des enfants. Et donc, en fait, les femmes transmettaient la bonne histoire et les hommes transmettaient la mauvaise histoire parce qu'en fait, ils veulent pas croire que ça te rend fou. Alors qu'elle a perdu, je crois, 6 enfants, elle a dû enterrer son propre enfant. Enfin, c'est souvent ça, de prétexter la folie pour. Parce que c'est tabou aussi. Il y a plein de gens qui veulent pas regarder la vérité en face. Je sais pas si c'est vraiment un déni ou si c'est leur propre vérité. Enfin, en tout cas, ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que je pense que chacun croient détenir la vérité, mais en fait, c'est leur vérité, quoi. Mais c'est fréquent, les histoires après de dire une telle, on lui a jeté le mauvais sort, on lui a jeté l'œil, ou c'était une sorcière, je sais pas quoi. Enfin, c'est souvent sur les femmes, quand même. C'est bien raccourci. Ouais.